Voilà, monsieur Mercure, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes face à notre caméra et nous vous abordons par rapport aux diverses réalités aujourd'hui dans notre ville, mais aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parlons un peu de Boma. Nous sommes proches des élections. Il y a des candidats qui sont déjà passés pour déposer leur candidature aux élections législatives. Quelle lecture avez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé dans la ville de Boma? Oui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de candidats qui ont déposé leur dossier à la CENI, mais sur terrain, ils n'ont pas un certain ancrage. Et aussi, on se demande si ces candidats ont aussi une conviction politique qu'ils défendent. Nous sommes toujours contre cette façon de voir la politique. La politique n'est pas le business. La politique pour nous devrait être une vocation. Quand on vient en politique, on vient servir. Mais bizarrement, aujourd'hui, on remarque qu'en RDC, apparemment la politique est devenue le moyen le plus rapide pour s'enrichir. Et face à cela, nous remarquons qu'il y a beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats. À Boma, par exemple, nous avons appris qu'il y a maintenant 129 candidats pour 2 sièges. Donc vous voyez un peu que c'est vraiment devenu un business. La politique n'est pas du business. Tout le monde qui a postulé ne vient pas postuler pour apporter son expertise, pour apporter sa contribution aux multiples problèmes qui minent notre société. Mais ils viennent avec l'idée de gagner plus. C'est la première observation. Oui. Deuxième observation, nous avons vu que les députés nationaux de la législature passée, sans vergogne, se sont encore présentés, ont encore déposé leur dossier, leur candidature. On se pose la question. Est-ce qu'ils ne se sont pas demandé quel a été leur bilan pendant les 5 ans passés? Donc, au Congo, apparemment, on n'a même pas le temps de se remettre parfois en cause, de se demander, oui, j'ai été élu dans la ville de Boma pendant les 5 ans. C'est quoi mon bilan en tant que parlementaire? Je crois que nous, en tant que leaders d'opinion, sont ces choses-là que nous allons mettre sur la place publique pour continuer à sensibiliser la population davantage, pour que cette population ne soit plus dupée. D'abord, pour ceux qui étaient élus la fois passée, ils doivent nous donner leur bilan. J'ai été en mesure d'initier combien de lois? J'ai été dans combien de contrôles parlementaires? J'ai eu à initier quel plaidoyer et pour quel résultat? Je crois que c'est important pour un député parce que vous étiez envoyé par la base. Et on a constaté que dans 5 ans, la souffrance de cette base s'est accentuée. Et nous considérons que les députés et l'avocat, parce que les députés ont le pouvoir de légiférer. Or, pour légiférer, il y a l'esprit et la lettre de la loi. C'est-à-dire, la loi naît partant d'un constat quelconque. Ça veut dire que nous, population, on s'attendait à des lois qui doivent nous être favorables par rapport aux diverses réalités que le monde traverse, étant donné que le monde est dynamique. Mais maintenant, les députés qui étaient envoyés doivent dire, nous avons été en mesure d'initier telle loi en faveur vous, nos électeurs. Et les députés doivent dire, nous avons sanctionné tel mandataire, tel gouvernant qui s'est méconduit lors de cette législature. Tout ça. Et quelque part, on peut parler du poids politique, parce qu'il y a de ceux-là qui sont députés, qui parlent du langage politique. La réalité, lorsque la population envoie leurs candidats comme députés, mais la réalité qu'ils vont rencontrer est tout autre par rapport à ce à quoi pense la population. Ah oui, mais maintenant c'est à la population de briser cette chaîne.
je crois que la population doit comprendre que finalement il y a conflit d'intérêts entre ceux qui sont censés la représenter et la base. Parce que si un député qui a été mandaté par le peuple arrive là et n'arrive pas à s'imposer, je crois que maintenant c'est à nous, population, nous électeurs, de dire qu'il ne faut plus accorder la chance à la majorité des députés qui a brillamment échoué. Parce que si les députés étaient conséquents, ils allaient quand même contraindre l'exécutif de faire quelque chose pour le peuple. Mais on a toujours compris que et les législatifs et l'exécutif sont complices. Aujourd'hui, l'exécutif a pris les soins de bien entretenir ses députés. Ce n'est plus un secret de polichinelle. On a appris que ce député gagne une somme faramineuse de 21 000 $. Et pauvre peuple est resté dans la misère la plus indescriptible pendant les 5 ans. Et la population n'a même pas l'eau, la population peine pour avoir du courant. Et les routes sont toujours dans un état de délabrement très avancé. Je crois que ce sont de problèmes sérieux qui doivent trouver solution. Mais quand on a envoyé des gens qui doivent venir nous parler des contraintes qu'ils rencontrent là-bas, mais non, il y a trop de pouvoir, selon Montesquieu. Oui. Et il y a le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc le législatif constitue tout un pouvoir. Mais maintenant, quand les législatifs trouvent de blocage, mais les législatifs contrôlent l'exécutif, les législatifs et l'autorité budgétaire. Donc, pourquoi les pouvoirs législatifs n'ont pas actionné son levier pour user de ces prérogatives pour finalement faire en sorte que la population se retrouve? Mais malheureusement, on a constaté que même ces députés se sont fait complices du pouvoir exécutif, pourquoi pas le pouvoir judiciaire aussi, pour se mettre ensemble, comme dit-on, les loups entre eux ne se mangent pas. Et c'est la population qui souffre. Ça, c'est pour ceux qui étaient aux affaires. Mais maintenant, pour ceux qui ont l'ambition de devenir députés. Oui, nous allons y revenir, mais il y a un petit constat que nous sommes en train de faire ici par rapport à la réalité dans la ville de Boma. Je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs. Et nous avons vu pendant que les possibles candidats en ce moment-là allaient se faire enrôler, drainer une foule derrière eux. Et c'est le même constat que nous venons de faire chez certains. Pendant qu'ils allaient déposer leur candidature, il fallait remarquer une foule accompagnée. Est-ce que c'est vraiment important ou comment est-ce que vous jugez cela? Quelle critique portez-vous à ces faits? C'est notre combat de tous les jours, de faire comprendre à la population, de faire comprendre à la population qu'en réalité, c'est elle qui doit imposer le rythme du jeu. Je m'explique. Moi, je ne peux pas comprendre que en position de chômeur, je me décide d'aller quelque part chercher du travail et quand j'arrive, au lieu de m'humilier ou de suivre les directives de l'entreprise qui pourrait m'embaucher, mais c'est moi qui vais encore manipuler le patron qui doit me donner du travail. Oui, donc ici, on doit comprendre que la population, c'est elle le patron. Mais c'est clair. Et les demandeurs d'emploi viennent encore manipuler. Mais en réalité, dans une bonne démocratie, l'élu est le travailleur des électeurs. Parce que c'est l'électeur qui donne du travail à l'élu. Mais malheureusement, c'est l'inverse, c'est le monde à l'envers. J'étais très choqué de constater le peuple qui est patron, le peuple s'est transformé en applaudisseur. Le peuple qui s'est transformé
un donneur, un danseur et accompagnateur de son employé. Voilà. Et je crois que le peuple doit cesser d'être... Il y a même ce peuple qui a porté certains candidats sur ce que nous appelons par les typos. Voilà. Et avec ça, c'est pas demain que nous allons vivre le décollage de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas admettre de telles réalités en plein 21e siècle. Donc c'est le peuple qui doit comprendre que c'est lui le patron et il doit faire peur, même aux politiciens. Donc l'idéal, ici, il faut renverser le rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. En politique, c'est la loi du grand nombre. Aussi longtemps que le peuple sera toujours naïf, et le peuple sera toujours paupérisé, clochardisé, les politiciens ne vont pas changer son comportement. C'est jusqu'à ce qu'on va atteindre un certain niveau où le politicien a peur de son électorat. La population, le politicien a peur de la population. C'est en ce moment-là, les politiciens vont se soumettre et vont avoir peur de la sanction du peuple. Mais aussi longtemps que les politiciens connaissent qu'avec quelques billets de banque, j'ai la capacité d'aller manipuler la population, et les politiciens vont continuer à piller la caisse de l'État. Au lieu de travailler pour l'intérêt général, les politiciens vont toujours voler l'argent, et ils connaissent qu'au moment opportun, quand je volais 1 million, il suffit d'aller avec 10 000, je sais comment jeter des grains, et puis la population, comme de poules, va venir s'empresser pour ces grains-là. Et nous, ça nous fait très mal. Bon, et aujourd'hui, il faut que l'état d'esprit de cette population puisse évoluer et que les choses puissent prendre une autre tournure, une autre direction. Sinon, nous allons faire du surplace et les élections n'auront aucun impact dans notre quotidien. Et revenons un peu, vous avez voulu parler de ceux qui postulent. Alors, il y a un constat. J'étais en train de dire quelque part au couloir que nous constatons aujourd'hui 3 faces de ceux qui viennent postuler. Il y a ceux qui sont déjà au pouvoir, qui viennent avec un langage qui se traduit par des actions, puisqu'ils ont l'argent, ils posent des actions, et il y a ceux-là qui pensent, qui veulent aspirer, qui peuvent intégrer la politique, qui viennent avec un langage, un discours qui est bon, mais apparemment ces jeunes ont des problèmes, des conflits. Disons-nous cela en face, il y a plusieurs jeunes qui ont vraiment des problèmes, des conflits, au lieu de voir la politique qu'ils veulent embrasser, mais apparemment ils vont à côté de l'essentiel, à côté de l'objectif. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une question très pertinente et il y a beaucoup à dire concernant la question, mais je vais fournir l'effort de répondre à cette question à 3 volets. Premier volet, vous avez parlé des actions. Oui, on n'en disconvient pas. Vous savez, nous devons apprendre à être esclaves de nos textes si nous voulons avancer. Et on est en train d'admirer les vieilles démocraties, les pays développés, je peux citer les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout ce que vous savez. Mais c'est pas par baguette magique, c'est par un état d'esprit, un comportement qu'ils ont su inculquer dans leur agir, dans leur quotidien. Mais malheureusement, chez nous, nous ne voulons pas respecter nos propres textes. Vous savez, nous devons faire la part des choses. Si vous voulez être un philanthrope, il faut monter une fondation. Vous dites, voilà, désormais, je deviens philanthrope à chaque fois que je constate un coin ou une population en détresse, ma fondation vient pour des actions philanthropiques. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais maintenant... Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais aujourd'hui, les députés veulent se faire passer par de philanthropes. Non, ce n'est pas le rôle du député. La roue a été déjà inventée. Ce n'est pas en RDC ou ce n'est pas la classe politique congolaise qui va réinventer la roue. Je crois nous devons fournir l'effort d'être universel, c'est-à-dire
Le rôle du député est de légiférer et de contrôler l'exécutif. Quand vous avez de bonnes lois font de bonnes politiques. Et quand vous avez de bons dirigeants, les bons dirigeants travaillent pour l'intérêt général et pour le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, ces gens qui viennent avec des actions, ils font de la politique comme de la troc. C'est-à-dire, ils vont mettre de l'argent pour des actions séduisantes et ils sont conscients qu'après un temps, ils vont récupérer cet argent. Et en ce moment-là, le peuple est considéré comme dindon de la farce. Croyez-moi que personne ne peut prendre son argent et donner gratuitement comme ça. Ils savent pourquoi ils essayent de poser certaines actions. Les individus ne peuvent pas substituer la République. Nous prenons la politique des institutions fortes et non la politique des individus forts. C'est-à-dire, oui, il y a des actions isolées posées par certains politiciens, mais avec quel impact? Aujourd'hui, quand le pays est confronté au problème des routes, ce n'est pas un député qui va résoudre le problème des routes. Il faut de moyens conséquents, seul l'exécutif peut disposer. Mais aujourd'hui, le Congo a l'argent, mais l'argent est mal géré. L'argent n'est pas canalisé dans la caisse de l'État. Oui. Et vous verrez, comme ce député-là sont complices de ceux qui gèrent mal, et aussi récupèrent une part. Et quand ils récupèrent, par exemple, quelqu'un a pris $1 million, et vient, parfois il va vous distraire avec des travaux de $50 000. Vous voyez qu'on a perdu. Mais si on arrive à bien canaliser les recettes de l'État et que la caisse de l'État est renflouée, l'économie est en bonne santé, on a une économie forte, l'État va nous faire des routes, l'État va nous donner de l'électricité, l'État va nous donner de l'eau, l'État va créer de l'emploi. Et moi je pense que le peuple est vraiment distrait pour rien d'être applaudisseur de ces actions de circonstances. Parce qu'après le pouvoir... Et vous êtes de la société civile. La société civile suppose être toujours au camp du peuple. Vous êtes de la société civile. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela, pour éradiquer cette mentalité? Mais déjà, je suis bénévole de la République. Tout ce que nous faisons là, nous sommes des bénévoles. Nous essayons de nous sacrifier pour sensibiliser le peuple. Vous savez, tout changement part du mental. Et c'est pourquoi nous demandons au peuple de changer le physique de Paul. Donc, le peuple doit cesser d'être dupe. Parce que nous venons d'organiser déjà 3 fois les élections. 2006, 2011, 2018. Il faudrait que 2024 soit différent des précédentes élections. Mais ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, apparemment, l'histoire ne fait que se répéter avec les mêmes pratiques. Mais finalement, ce peuple aussi ne doit pas continuer à se plaindre. Le peuple est lui-même complice de son malheur. Parce qu'un peuple décide d'applaudir son bourreau, parce que les détournements, nous avons appris ça. Mais sont ces mêmes gens qui détournent l'argent qui viennent encore dans des bases en roi. Et c'est ce même peuple qui est victime de ces détournements, mais c'est le même peuple qui applaudit les détournements. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes de la société civile et vous êtes du mouvement NEH, dont Ian Sinzao est éclaireur. Ian Sinzao, en commençant sa politique à Boma, il s'est présenté comme société civile. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit aussi une formule pour l'éclaireur de votre mouvement citoyen, pour qu'il sache comment accéder à la politique, puisqu'aujourd'hui, que ce soit Kinshasa, Matadi, Boma, c'est devenu comme un chemin pour aller vers la politique. Nous le voyons, la preuve est là. Il y a même le président de la société civile à Boma qui aujourd'hui est candidat aux élections.
Et la preuve est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis vraiment taquiné par des questions. Apparemment, je n'ai même pas terminé la première. La précédente. Oui, oui. Je préfère terminer comme ça, vous allez répondre. Voilà. Vous avez aussi, là j'ai donné une réponse par rapport à ceux qui viennent pour des actions. Donc, ce sont des actions d'hypocrisie, car en réalité, ils ont participé à la gestion du pays pendant la législature passée, donc pendant 5 ans. Et le résultat est plus que négatif. Donc, il ne doit pas venir maintenant en bon samaritain en posant des actions. Ça, le peuple ne doit pas suivre. De deux. Mais vous voulez postuler. Mais vous avez quel profil? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se posent cette question. Vous avez été capable de bien écrire une feuille de dissertation. Pensez-vous que vous serez en mesure d'initier une loi? Ça ne suffit pas d'avoir un peu de billets et vous allez réunir les gens. Oh non, je vais me faire député. Non. Chaque domaine, il faut avoir le profil requis. Parce que finalement, vous allez être là au Parlement et vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui aussi, il y a question de profil. C'est-à-dire, tous ces candidats qui ont déposé leur candidature, le peuple doit aussi voir le profil. Celui-ci, si on l'envoie là-bas, est-ce qu'il sera en mesure de faire quelque chose? Parce que pour être député, il faut avoir quand même le minimum de l'intelligence et le minimum de la sagesse. Mais on a vu des gens parfois incapables même de gérer leur foyer, mais qui pensent qu'ils peuvent représenter toute une communauté. Et vous avez aussi évoqué le conflit des jeunes. Oui. C'est une réalité. Et tout ça, le peuple doit sanctionner. Déjà, vous n'avez pas le pouvoir, mais vous êtes expert en conflit. Vous êtes expert en insultes. Vous dénigrez tout le temps. Vous êtes incapable de vous mettre ensemble. Ma circonscription, ma ville de Boma, par exemple, a été caractérisée par cette division. En aucun jour, on a vu les 3 députés provinciaux se mettre ensemble pour une cause de la ville. En aucun jour. Et aujourd'hui, les 2 députés nationaux de la ville de Boma se mettre ensemble pour... Oh, l'union fait la force. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les constater. Les jeunes, peut-être sur qui la population peut compter, entre guillemets, je le dis bien, je pèse bien mes mots. Alors ces jeunes ne s'entendent pas. Il y en a qui ne se saluent même pas. Et on se pose la question, que feront-ils lorsqu'ils... Le peuple doit comprendre que le pouvoir, c'est quelque chose de très très drôle. Quand vous remettez le pouvoir à quelqu'un, soit il peut vous écraser avec ce même pouvoir, soit il peut vous aider avec le pouvoir. Déjà, le peuple doit faire attention de confier son pouvoir à des gens comme ça, des gens conflictuels. Aujourd'hui, on a besoin d'une représentation de Boma capable de se mettre autour d'une table pour un problème. Donc déjà ça, si le peuple remarque que c'est quelqu'un qui est toujours incapable d'être autour des autres, il faut faire attention. Et aussi, je dis au peuple, il ne faut jamais croire celui qui parle de l'unité, mais en voulant que les autres viennent autour de lui. Mais il faut suivre celui qui parle de l'unité, qui a le courage de faire le premier pas vers les autres. C'est pourquoi nous nous disons que le peuple doit faire très attention. Le peuple doit faire un choix judicieux. Est-ce que quelque part... Le peuple peut manger l'argent que ces gens vont amener. Le peuple peut prendre les t-shirts, la bière. Mais le jour du vote, le peuple doit interroger son intérieur en âme et conscience. Il doit même prier pour que l'Esprit Saint l'indique. Pour que l'Esprit Saint l'aide à faire un bon choix. Car ça va être un choix pour 5 ans. Sinon, vraiment. Est-ce que quelque part, tous ces jeunes qui sont en conflit, est-ce que ne sont-ils pas influencés, sinon ces conflits ne sont-ils pas alimentés par leurs mentors? Ça, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, moi-même je suis jeune, mais j'ai toujours été indépendant d'esprit. Donc déjà, quand on veut être leader, quand on veut se mettre devant les autres, déjà, on doit être indépendant d'esprit. Moi, tout ce que je sais, il faut avoir cette vocation-là. Moi, je considère l'action politique comme une vocation. Mais bon, je sais que beaucoup de jeunes partent en politique pour leur gagne-pain. Et là, c'est pas correct. Et en réalité aussi, avant même d'aller en politique, on doit déjà avoir
une profession bien connue, Voilà. parce que la politique ne doit pas être une carrière, c'est-à-dire on peut vous appeler pour des charges étatiques, mais à un moment donné aussi, les mandats peuvent finir et vous regagnez votre vie quotidienne. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ont fait de la politique comme gagne-pain. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi vous verrez qu'il va toujours créer de mécanismes pour demeurer dans cette politique. Maintenant, la question sur, je disais, vous êtes des NEH. Ah oui, l'éclaireur, c'est Ignace Nzao. Voilà. Vous êtes un mouvement citoyen. Est-ce que ce n'était pas un chemin pour le... Parce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, la majorité des membres des NEH sont pour Ignace Nzao. Bon, ce qui est vrai, je dois porter une précision de taille. Et c'est vrai, il ne faut pas nier, c'est lui qui est initiateur du mouvement NEH. Mais Ignace actuellement n'est plus de NEH. Ignace se présente comme politicien. Et NEH étant un mouvement citoyen. Est-ce que, excusez-moi, vous en tant que président, pensez-vous faire quelque chose, prendre une décision sur NEH sans pour autant consulter Ignace ou en avoir une autorisation? Croyez-moi, vous pouvez même poser la question à Ignace. Tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie, c'est mon indépendance d'esprit. Pour preuve, plusieurs fois, on est parfois divergents sur plusieurs questions. Et Mercure, en tant que président du mouvement, j'ai eu à initier des actions de grande envergure dans cette ville, à l'absence de Ignace, et sans toutefois le consulter. Donc, c'est ça la société civile. Et le pluriel, et la société civile doit être à côté du peuple. Mais maintenant, ici, vous aurez l'occasion peut-être de l'interviewer. Vous lui poserez la question. Déjà, Ignace, lui, se présente comme politicien et il n'est pas membre de NEH, bien qu'il en soit l'initiateur. Mais maintenant, il faut préciser une chose. Il n'est pas interdit à la société civile de collaborer avec les politiques. C'est-à-dire, tous nous militons pour le bien-être de la cité. Et les politiciens n'est pas le diable. C'est-à-dire, il y a des politiciens par moment aussi qui font de bonnes actions. Il y a des politiciens aussi qui agissent pour l'intérêt de la République. Et nous, en tant que société civile, il n'est pas interdit d'accompagner aussi les bonnes initiatives de ces politiciens. C'est pourquoi vous verrez qu'à un moment donné, si nous estimons que l'action menée par Ignace est en conformité avec les idéaux poursuivis par NEH, c'est pourquoi parfois nous l'accompagnons. Mais quand nous constatons que Ignace Nzao Pambou prend une direction qui va à l'encontre de nos idéaux, là c'est clair. Et s'il arrive que quelqu'un d'autre, un politique, un autre politique qui n'est pas dans un NEH, qui a peut-être des divergences avec Ignace, mais et qu'il sollicitait NEH à l'accompagner, sinon si NEH constatait que celui-là fait des choses bonnes pour la population, il est parce que NEH c'est un mouvement citoyen qui milite pour le bien de la population. Et si vous êtes en face d'une telle réalité, que ferez-vous? Mais il n'y a pas de problème, je suis président de NEH. Plusieurs fois j'ai été invité par des politiques. Voilà. J'y vais. Prenons l'exemple, quand on est venu installer Fils Long comme fédéral de l'UDPS à Boma, il m'a adressé une invitation. Je me suis présenté. L'envol de mon ami J.C. Kwama organise des activités. J'y vais. Et nous avons nos amis de BDK, de BDM. Donc, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Voilà, pour terminer ce chapitre, il y a une dernière question qui reste, parlons du seuil. Et aujourd'hui, quelque part, nous étions en train de discuter toujours parce que nous ramenons des questions du couloir vers vous. Nous prenons toutes les questions, même du commun des mortels. Et on parlait du seuil. Aujourd'hui, le seuil, quelque part, vous ne trouvez pas que c'est une instauration systématique de l'aristocratie, puisque avant de postuler, d'accéder au pouvoir, il faut commencer par être acolyte de l'autre. C'est comme ça, quelque part, je parlais de l'alimentation des conflits par des mentors. Et qu'est-ce que vous pensez par là? Et à son époque, on a souhaité que cette histoire du seuil soit supprimée, mais malheureusement, les politiques sont les mêmes. On croyait qu'avec l'arrivée du nouveau régime, les choses allaient changer, mais malheureusement, les politiques sont les mêmes. Moi, j'ai toujours dit aujourd'hui,
il n'y a même plus de différence entre ceux qui sont dans l'opposition ou dans la mouvance. Aujourd'hui, la classe politique, dans son ensemble, elle est minable. Donc nous, en tant que jeunes, nous sommes contre. Et vous avez bien trouvé les mots. Et effectivement, c'est en quelque sorte l'instauration de l'aristocratie. Et ça ne favorise pas les choses parce que aujourd'hui, même le candidat indépendant ne sont plus vraiment remarquables parce que il faut commencer par intégrer un système, être acolyte de quelqu'un, voilà, faire un peu d'hypocrisie. Voilà, c'est pourquoi nous, vous verrez que j'ai dit ça. Beaucoup de gens me demandent aussi de me présenter, mais je suis en train d'étudier les paramètres. Est-ce que vraiment l'environnement politique actuel est compatible? Et je dirais non, parce qu'on comprend que les politiciens qui font l'hypocrisie de dire qu'ils travaillent pour le peuple, mais en réalité, ils sont en conflit d'intérêts avec ce peuple qu'ils semblent représenter. Donc nous disons que le seuil est très mauvais. Et moi, je vais ajouter même la suppléance familiale. On a vu le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, les élus ont refusé de supprimer la suppléance familiale. Vous voyez l'égoïsme. Pensez-vous vraiment que vous êtes dans un parti politique où il y a des gens qui militent, mais maintenant, vous voulez prendre votre épouse comme première suppléante, ou bien vous voulez prendre votre enfant, et tous les membres du parti, et tous ces gens qui mènent le combat, ne représentent rien. Mais si on doit avoir cette connotation, finalement, il faut rester dans le pouvoir coutumier ou bien dans le pouvoir familial. Ici, le pouvoir de l'État, il faut ouvrir le champ. Mais malheureusement, le peuple est dupe. Le peuple maintenant ne comprend pas qu'au Congo, et en réalité, vous parlez de l'aristocratie, mais aujourd'hui, nous connaissons que le Congo maintenant est pris en otage par certaines familles. Et ces mêmes familles veulent maintenant maintenir le pouvoir le plus longtemps possible. Ce n'est pas une monarchie. Et nous, peuple, nous devons tout faire, comme a dit Karl Marx, nous, le prolétaire, nous devons tout faire pour mettre fin à cette aristocratie. Déjà, quand vous remarquez un candidat qui met son parent ou son membre de famille comme premier suppléant ou deuxième suppléant, déjà, il est égoïste. Déjà, il s'est dit, vous, pour être élu, vous avez le besoin du concours même de ceux qui ne sont pas membres de votre famille. Mais maintenant, le pouvoir, vous voulez toujours qu'il reste dans votre famille. Et l'égoïsme est là, c'est ce qui a tué notre pays. Aujourd'hui, on doit voir l'intérêt de tout le monde. C'est la méritocratie qui doit définir la place de chacun de nous. Parce que certains membres de famille, parfois, ne méritent pas. Mais comme il est de la famille, et tout ça, c'est pourquoi nous insistons que le peuple ouvre l'œil et le bon pour mettre hors d'état de nuire tous ces politiciens véreux qui veulent toujours s'accaparer du pouvoir pour que sa famille se retrouve. Et conséquence, le lecteur dort à l'extérieur, les politiciens, l'élu dort dans une villa, l'élu jette la nourriture dans sa poubelle, le lecteur continuera à dormir affamé, l'élu dort avec du courant, mais le lecteur est toujours dans l'obscurité, l'élu roule carrosse et le lecteur marche pieds nus. Et donc, le peuple doit comprendre que nous sommes en conflit d'intérêts avec nos politiciens. Aujourd'hui, les politiciens viennent pour nous escroquer. Et les politiciens ne travaillent pas pour notre bien-être. Alors, nous avons besoin de la rupture. Et cette classe politique actuelle a déjà démontré ses limites. Et je crois que même le semblant de démocratie qu'il y a chez nous ne va pas produire de résultats. Moi, je suis parfois partisan de cette dictature qui peut contenter tout le monde, qui donne des résultats escomptés, qu'une démocratie de façade, une démocratie stérile. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que nous faisons du surplace. Et d'ailleurs,
nous sommes en train de reculer. Voilà, une progression régressive. Voilà. Merci beaucoup, Maître Melchior. Vous avez été face à notre caméra. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir participé à ce numéro de notre émission Face à la caméra. C'est moi qui vous remercie.